Bonsoir à tous. Bienvenue à cette émission spéciale de 7 jours sur Terre. Je vous demanderai d'abord, en commençant, de me faire signe si jamais vous avez quelques enjeux que ce soit avec la technique, le son, l'image. Laissez-moi savoir. La plupart du temps, c'est vous. Des fois, ça peut être moi. Donc, je veux qu'on se lance le plus rapidement possible dans les allégations qu'on va faire ce soir, puisque vous comprendrez assez rapidement que c'est un dossier d'une importance capitale qui prend une toute autre dimension avec ce qu'on va apporter ce soir à la narrative. Nous savons que dans les dernières semaines, bien évidemment, le gouvernement Trudeau a été embarrassé par un scandale d'importance déjà quand même majeure par rapport à une supposée intervention dans le processus politique en ce qui a trait au procès SNC-Lavalin. Je vais ouvrir la diffusion avec vous ici. Si vous avez des commentaires, ne gênez-vous surtout pas pour me les faire. Donc ce soir, ce qu'on va explorer, c'est l'autre aspect de cette histoire-là. Parce que vous allez réaliser assez rapidement qu'il y a beaucoup plus qu'SNC-Lavalin, que ce scandale dure en fait depuis maintenant plus d'1 an et demi, que la réalité, c'est que c'est presque le gouvernement entier Trudeau qui est impliqué là-dedans et que ça va beaucoup plus loin que Mme Wilson-Raybould et une possible intervention. Alors, on va regarder des documents. Je vous demande d'être attentif. Je vous demande de porter attention aux mots. Chaque mot que je vais énumérer ce soir est extrêmement important puisque c'est dans un contexte légal. On va vous montrer des documents ce sont des documents de cours. Il y a des documents là-dedans qui relèvent de journaux. Et ce que vous allez comprendre assez rapidement, c'est que pendant que tout le monde était obnubilé par ce scandale de SNC-Lavalin, on a énormément négligé. Ou du moins, on n'a pas fait notre travail de retourner voir dans les derniers mois, dans la dernière année, dans les derniers 18 mois, pour essayer de comprendre le contexte de tout ça. Alors, allons-y. On a appris cette semaine, à la suite des allégations de SNC-Lavalin, que le conseiller principal de Justin Trudeau, Gerald Butts, allait démissionner. Gerald Butts est beaucoup plus qu'un simple conseiller politique. C'est en fait le meilleur ami de Justin Trudeau. En fait, plusieurs l'appelaient sur la colline Premier ministre Butts, pour vous donner une idée de l'influence qu'avait cet homme sur Justin Trudeau. On dit de lui que c'était l'éminence grise derrière sa montée politique. On dit de lui que c'était grâce à Gerald Butts si Justin Trudeau était aujourd'hui Premier ministre du Canada et que non seulement c'était lui qui était derrière les enjeux de communication, mais également derrière beaucoup d'enjeux de politique publique. Pour vous donner un exemple de la proximité entre ces deux hommes qui dépassent largement l'entente professionnelle, M. Gerald Butts a été celui qui a composé le logis qu'avait prononcé Justin Trudeau à la mort de son père, Pierre-Éliott Trudeau. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais Justin Trudeau avait prononcé à ce moment-là un discours qui avait réellement brassé les colonnes là, d'Ottawa, alors qu'on s'avait dit, mon Dieu, ce jeune s'enligne pour une carrière politique, parce que c'était vraiment un brillant discours qui sonnait comme son père. On voyait que ce gars-là était, du moins peut-être pas dédié, mais s'enlignait définitivement vers une carrière politique. Eh bien, c'était Gerald Butts qui avait écrit ce discours-là. Je vais vous montrer 2 extraits avant qu'on commence. 2 extraits que je crois vont d'abord appuyer la thèse que je vous propose à l'instant, mais qui vont ajouter une complémentarité. Parce que moi, ce que je vous dis, c'est que Gerald Butts, c'est beaucoup plus qu'un simple ami, beaucoup plus qu'un simple conseiller. Et ce que ça exclut par là, c'est que c'est impossible qu'il ait été simplement jeté sur le bus parce qu'on avait besoin de quelqu'un à jeter. Il est beaucoup trop près du premier ministre. Et même que son départ a sonné des cloches pour plusieurs qui se sont dit « Mon Dieu, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière ça? Est-ce que c'est possible que le départ de Gerald Butts indique qu'il y a quelque chose de plus gros qui s'en vient, une tempête beaucoup plus importante? » Eh bien, regardez les extraits que je vous présente à l'instant. Le premier est en anglais, ça dure seulement 1 minute 7. Donc, soyez patients, je vais vous le traduire également juste après. Ensuite, on regarde un petit extrait de 2 minutes de Mario Dumont. Donc, on a 3 minutes d'extrait à regarder. Restez avec moi, ça vaut la peine. Ça nous met très bien en contexte. Donc, voici, ça c'était sur Global News. You had on just a minute ago, Scott Reed. This is going to keep going. And maybe this is not about trying to stop it. This today might be that there is more bad stuff, perhaps even worse than we've seen so far, coming down the pipe. We don't know. And Graham, you no doubt read what Gerald Butts said in his resignation letter. And what struck you there about what was in there and what wasn't in there? I didn't do it, and I'm going to defend my reputation. That's what stuck with me. And I saw all the things on Twitter. Everybody says, well, if you didn't do it, why'd you resign? Well, for various reasons, right? Can you go into an election campaign? Can you talk about the budget with Gerald Butts there, with others maybe in the PMO there, with this thing hanging over them? He probably says, I haven't spoken to him, but he probably says, I can't. I've got to pull the pin now to get Justin Trudeau back on track. The question is,
Will it work and will it be enough? Or is there more stuff coming? What will the former Attorney General say? That's the big ticking time bomb that we don't know. Maybe she's going to say, I felt intense pressure and I was uncomfortable and I couldn't believe they were talking to me this way. I have no idea because we haven't heard from her yet and she's talking to her lawyer. Maintenant, on regarde we'll wait to Mario see. Dumont. Dérougit pas cette affaire-là de SNC-Lavalin. Là. Vraiment, l'entourage de Justin Trudeau, Gerald Butts, qui remet sa démission, ça touche de très près le premier ministre. Oui, vraiment. En fait, moi, franchement, j'en reviens pas. Là. C'est-à-dire que cette crise-là, elle est importante. Bon, c'est peut-être mon jugement. Moi, il n'y a pas d'argent qui a été volé. Non. C'est pas le scandale des commandites. Bon, est-ce qu'il y a eu une ingérence? De quelle façon on a agi avec la ministre de la Justice? Il y a une vraie question. Je pense qu'il faut qu'elle soit enquêtée. Mais je peux pas croire que le conseiller principal, le personnage le plus important de l'entourage de Justin Trudeau, a quitté là-dessus. En tout cas, ça calme pas la crise. Ça soulève une autre question. S'il veut protéger le premier ministre, au contraire, ça montre que c'est proche de lui. Que c'est proche de lui, puis qu'il y a quelque chose peut-être de grave qu'on ne sait pas. Mais en même temps, il quitte dans sa lettre en disant, là, sur ce sujet-là, j'ai rien à me reprocher. Mais là, si t'as rien à te reprocher, reste en poste. T'es essentiel au premier ministre. Parce que je pense pas que la crise est réglée, mais là, je pense que M. Trudeau a un nouveau problème. C'est probablement difficile à s'imaginer pour les gens qui n'ont jamais touché au monde politique. M. Trudeau, il est en haut de la pyramide, les premiers ministres. Là. Ouais. On peut dire qu'il est entouré de plein de monde, c'est vrai. Là. C'est toujours plein de monde qui veulent rentrer dans son bureau, puis plein de monde partout. Mais ça n'empêche pas qu'il est tout seul pareil. C'est-à-dire qu'en haut de la pyramide, il n'y a personne à qui tu peux te confier. Il n'y a personne qui... Il n'y a pas personne. Il y a une pincée, même pas une poignée, une pincée de gens à qui tu peux vraiment parler des sujets, là, froidement, là, sur toutes les coutures, tous les aspects, sans avoir à te dire, je fais attention. Et lui, là, c'est ça. Mettons, tu parles à un fonctionnaire, un sous-ministre, tu peux y parler d'un dossier, mais là, il y a un bout, il n'y a pas à savoir ça, puis tout ça, puis ce que tu as derrière la tête, puis la stratégie. Puis... Fait que... Alors que Gerald Butts, lui, c'était... Tout. Ses émotions, ses inquiétudes, tous les points de presse de Justin Trudeau, comment on réagit, les Chinois ont dit ça, les Américains ont fait ça, Andrew Scheer a dit ceci, comment on réplique sur tous les sujets. Là. C'était presque l'alter ego de Justin Trudeau. Absolument. Alors, c'est pour ça que de perdre ça, à mon avis, M. Trudeau en sort. Puis là, je parle pas du tout oublier cette crise-là, oublier SNC-Lavalin, la ministre de la Justice. Pour l'avenir, pour l'an prochaine campagne électorale, à mon avis, M. Trudeau en sort. Voilà. Alors, vous comprenez déjà à peu près le ton que Mario Dumont là-dessus. Ce que je voulais vous démontrer par là, c'est que c'est pas moi qui l'invente. Cette démission-là en dit beaucoup plus long que ce qu'on croit. En fait, ça sonne des cloches qui n'auraient pas dû être sonnées. On se dit, mais mon Dieu, pourquoi Gerald Butts quitte s'il n'y a rien à se reprocher? Dans le premier extrait, on nous dit « If you've done nothing wrong, why are you quitting? » Pourquoi tu quittes si jamais tu n'as rien fait de mal? Et on suggère déjà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus gros, il y a quelque chose de plus qui pourrait s'en venir. Ensuite, Mario Dumont. Dites-moi s'il y a des problèmes techniques, tout semble beau pour l'instant. Mario Dumont nous dit, écoutez, c'est pas le scandale des commandites, là. Il n'y a pas d'argent volé, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'aussi près du premier ministre qui n'a rien à se reprocher quitte comme ça. Donc, ça donne l'impression aussi. Et Mario Dumont, bon, certains d'entre vous l'aiment, d'autres l'aimeront moins, mais c'est quelqu'un quand même qui a fait de la politique très longtemps, toute sa vie, la majeure partie de sa vie active, et qui sait comment ça marche. Donc, s'il dit ça, c'est probablement parce qu'effectivement, il y a quelque chose de louche à voir Gerald Butts quitter. Ce soir, on va vous donner des réponses par rapport à ça. M. Butts, tel que mentionné par M. Dumont, était un confident, était probablement le seul, ou parmi un des seuls à l'intérieur du cabinet et des ténors du gouvernement Trudeau à être au courant de tous les développements dans tous les dossiers et à qui on ne censurait aucune information, à qui on ne cachait rien, puisqu'il était si proche de Justin Trudeau personnellement. C'est un ami personnel. La littérature anglaise à l'Université McGill à Montréal. C'est une amitié qui remonte de très, très, très longtemps. Ensuite, moi, ce que je vais vous montrer là-dessus, bon, M. Butts, quand il a quitté, on se posait tous la question, on se disait, ben voyons donc, c'est pour protéger le premier ministre? Il y a un peu c'est un peu absurde. On s'attendrait normalement à ce qu'il quitte pour des bonnes raisons. Je vais vous montrer quelques documents. Je pense que pour commencer, on serait bien de parler du cas de l'amiral Norman, parce que plusieurs d'entre vous ne connaissent probablement pas l'amiral Norman. Je vais vous en mettre une photo juste ici. Ce ne sera pas très long. Le voilà, notre copain, l'amiral Norman. Voilà. Monsieur Norman, Mark Norman, est un général, en fait, c'était le commandant de la marine.
au moment où est arrivé les allégations que je vais vous déballer à l'instant. M. Norman était commandant de la marine, vous le devinerez, c'est un très, très, très haut gradé de l'armée canadienne. Et au moment où il a été démis de ses fonctions subséquemment aux allégations, M. Norman était le vice-amiral de l'armée, donc était le deuxième plus haut gradé de l'armée canadienne. C'était un gars avec un état de service absolument irréprochable. Il était impossible de dire qu'il y avait quoi que ce soit de mal par rapport à ce gars-là. Il avait été promu à répétition et on chantait ses éloges à qui voulait l'entendre. Cependant, arrive, vous le connaissez, la fameuse Davy, le chantier naval qui est ici à Lévis. Moi, je suis à Québec, qui est tout près d'ici à Lévis. La Davy est un chantier naval qui a connu beaucoup de difficultés dans les dernières années et qui avait résolument besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Important à savoir, il existe quand même plusieurs chantiers navals au Canada. Vous en avez en Colombie-Britannique, vous en avez un majeur à Halifax également, et vous en avez un à Lévis. Quand est arrivé le fameux contrat Resolve, qui était dans le fond la rénovation de l'Astérix, ce gros paquebot qu'on transformait en navire ravitailleur pour l'armée canadienne. C'est un gigantesque contrat. La Davy avait absolument besoin de ça. Et en 2015, les conservateurs vont dire « Parfait, Davy, on vous donne le contrat de l'Astérix, le projet Resolve. » La Davy, évidemment, débouche le champagne, c'est le party. On se dit, on vient de sauver la Davy. Mais c'est la même chose également à la Marine canadienne, parce qu'on se dit, enfin, on va avoir notre navire ravitailleur qu'on demandait depuis si longtemps, qui va permettre des capacités opérationnelles à la Marine canadienne comme on n'en avait jamais vu, qui va nous permettre de se déployer beaucoup plus loin des côtes, qui va nous permettre de faire des missions humanitaires à l'étranger. Donc, la Marine canadienne voyait l'arrivée de ce navire Astérix avec beaucoup d'optimisme. Ensuite, ça a été donné par les conservateurs. Les libéraux vont arriver au pouvoir en 2015. Lorsque les libéraux arrivent au pouvoir en 2015, quelques semaines après l'arrivée des libéraux, vous avez les propriétaires des chantiers navals Irving, qui sont les deux chantiers navals concurrents de Davy, qui appartiennent à la famille Irving, famille extrêmement puissante. Cette famille-là, Irving, envoie une lettre, et ça on va le découvrir un peu plus tard, vous verrez, envoie une lettre à 4 ministres du gouvernement fédéral. Voici ce que je vais vous montrer un document à l'instant. Voilà. Donc, en cours, l'avocate de M. Norman dit que Scott Bryson qui était le président du Conseil du Trésor, celui qui tire les cordons de la bourse dans le fond, elle dit qu'il a participé à un effort pour retarder et éventuellement mettre fin à l'accord. Selon elle, M. Bryson entretenait une relation étroite avec la très influente famille Irving, propriétaire du chantier d'Halifax, qui souhaitait aussi obtenir ce contrat. Ce qu'on dit, d'abord, les allégations qui pèsent contre M. Norman, c'est que lui, le général, l'amiral, aurait coulé des documents pour avertir la Davy et pour avertir les médias que, hey, les libéraux sont en train de repenser le contrat de l'Astérix, sont plus sûrs de le donner. En fait, il irait peut-être avec un moratoire de 2 mois pour réévaluer le projet. Et donc, lui fait couler cette information-là. Du moins, c'est ce dont on l'accuse aujourd'hui, d'avoir coulé l'information dans les médias. Très rapidement, on s'en défend et on dit, ben voyons donc, ce que M. Bryson dit, c'est pas nécessairement vrai. On est en train de revoir le contrat, mais c'est pas à cause de la pression d'Irving ou quoi que ce soit. Voici les documents qu'on nous montre juste ici. Parce que ce que M. Irving a dit, voici, bon, je vais vous montrer ce que M. Bryson a dit. Voilà. M. Bryson nous dit qu'il a affirmé à la GRC, ça c'est la justification qu'ils ont donnée au fond pour arrêter M. Norman, pour arrêter l'amiral qui avait coulé ces supposées informations. On a dit, c'est des informations hyper sensibles parce qu'à cause des pressions politiques qui ont été exercées par Davy et Québec en raison de ces fuites-là, ben ça a empêché le cabinet Trudeau de procéder au dit examen de l'entente. Donc là, ce qu'il dit, c'est, ben regarde, c'est grave ce qu'a fait Norman. Parce qu'à cause de lui, nous, on est en train de revoir le contrat, puis à cause de sa fuite, on n'a pas pu le faire de la façon qu'on voulait le faire. Donc, arrêtons ce mec et traduisons-le en justice pour bris de confiance. Regardez bien qu'est-ce qui est sorti en cours cette semaine. Regardez le document, c'est en anglais, je vous le traduis au fur et à mesure. Dans les documents, l'avocate de Norman, Mary Heinen,
pointe vers des affirmations que des bureaucrates fédéraux ont fait à la GRC. Les autres témoins contredisent la version de Bryson sur ces points, alors qu'eux disent qu'en fait, les fuites qu'il y a eu dans les journaux n'ont aucunement nuit au processus du gouvernement. Et qu'en fait, ce qu'on regardait au moment où les fuites sont arrivées, c'était loin d'être en train de revoir le contrat. Plutôt, on était en train simplement de discuter d'une façon qu'on pourrait défendre ce contrat-là, étant donné que c'était les conservateurs qui l'avaient signé. Ceux qui sont assez vite pour lire en anglais, vous l'avez vu, là, on dit « not having a satisfactory communication strategy for the Liberals to explain proceeding with the contract negotiated by the previous conservative government ». Ce qu'on dit, c'est « bon, à ce moment-là, là, c'est pas vrai ce qu'il dit Bryson. Vous n'étiez pas en train de regarder est-ce que, oui ou non, on va de l'avant avec ce contrat. Plutôt, ce qu'il est en train de vérifier, c'est comment est-ce qu'on pourrait, je vais me mettre pas trop foncé en haut là, pour que vous me voyez, c'est comment est-ce qu'on pourrait possiblement justifier ça, ce contrat-là. Donc, ça brise la narrative du gouvernement fédéral, comme quoi M. Norman a causé un bris de confiance et que c'est à cause de lui que tout ça s'est mis à débouler. Et ça briserait le procès Norman, vous comprendrez. À partir du moment où les avocats de défense de Norman ont la preuve que le gouvernement était aucunement sous le secret du cabinet, était aucunement en train de discuter d'enjeux de sécurité nationale ou encore de révision de contrat. Mais si on est capable de prouver ça, on est capable de prouver que le procès Norman au complet ne tient pas la route et que ce qu'on essaie de cacher, en fait, c'est la relation entre Irving et les libéraux. Donc, vous comprenez à quel point l'enjeu est extrêmement sensible à partir de ce moment-ci. Je vous montre un prochain document. Voici la fameuse lettre que je vous parlais tout à l'heure. Centrale aux allégations de Heinen, l'avocate de M. Norman, est la présomption que M. Bryson, un député de la Nouvelle-Écosse, est extrêmement proche de la famille Irving, dont la firme avait donné une soumission pour le contrat. Le 17 novembre 2015, le boss de Irving Shipbuilding, James Irving, un proche des libéraux, a envoyé une lettre. Ça, c'est allégué par l'avocate de M. Norman. M. Irving a renvoyé une lettre à 4 ministres du cabinet libéral, dont M. Scott Bryson, mais également plusieurs autres. Donc, on va revenir tantôt, mais concentrons-nous sur M. Bryson. Et il aurait dit, dans le fond, ce serait cool. Dans sa lettre, il disait, ce serait cool si on pourrait revoir ce contrat-là. Si on pouvait si on pouvait le suspendre pendant quelques mois, le temps qu'on vous soumette une nouvelle proposition ou quoi que ce soit. Et M. Bryson, lui, a essayé de convaincre ses collègues. Vous le voyez ici, là. Including asking them to reconsider Irving's supply ship. 2 jours après la lettre qui a été envoyée, le gouvernement, les ministres du gouvernement se sont entendus pour suspendre le contrat de la Davy. 2 jours après la réception de la lettre alléguée par James Irving. De la lettre demandant aux libéraux, s'il vous plaît, là, on est chum, ce serait le fun que vous abandonniez ce contrat-là avec la Davy. 2 jours après, le contrat tombe par les ministres libéraux. Continuons sur notre petite enquête. Parce que ce M. Bryson, qui était, lui, à ce moment-là, le ministre responsable du Conseil du Trésor, donc de ce dossier-là. Et c'est lui, allègue-t-on, aurait vendu à ses collègues l'idée d'abandonner le contrat et de le suspendre pour faire plaisir à Irving. Ça, c'est ce qui est allégué. On va regarder voir si ça fait du sens, ces allégations-là. Qu'est-ce qui est arrivé avec notre copain Bryson un peu plus tard? On a appris, regardez bien la date, on a appris le 5 février que la Davy, c'était pas M. Norman qui lui avait envoyé les documents. Loin de là. In error, par erreur. Regardez bien l'article. Et là, on est le 5 février. Regardez la date, je vous reviens avec ça dans un petit instant. Comment ça continue? Dans un document non signé, on va revenir là-dessus aussi, dans un document non signé, le Conseil du Trésor a confirmé la gaffe, mais a minimisé son impact. La prochaine ligne soulignée, c'est une embarrassante erreur à la lumière de l'enquête criminelle dans le cas Norman. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est à cause de Norman si la Davy a su ça et si les médias ont su ça.
Et là, ce qu'on apprend cette semaine, ou il y a 2 semaines, pardon, le 5 février, c'est que c'est pas vrai du tout. Et qu'en fait, c'est une erreur humaine qui a causé ça. Et là, regardez bien le dernier paragraphe. Ça nous ramène tout à l'heure à ce que M. Bryson avait dit à la GRC sous serment. C'était celui qui était alors le président du Conseil du Trésor, M. Scott Bryson, qui avait dit à la GRC, au début 2016, que les fuites par rapport à la Davy étaient parmi les pires qu'il avait vues dans sa carrière en tant que ministre fédéral, en disant qu'ils avaient miné la capacité du gouvernement à exercer la due diligence, qu'on appelle, donc à vérifier le contrat. Donc là, vous voyez, on est carrément en contradiction. On nous dit, wow, là. Treasury Board confirmed the gaffe. Et pourquoi vous pensez que c'est unsigned say statement? Pourquoi? Parce que ce statement-là, cette confirmation-là qui vient du bureau, du Trésor, c'est carrément un aveu que M. Bryson avait menti. Qu'il a menti lorsqu'on lui a demandé la question il y a quelques mois plus tôt, à savoir qui avait coulé ces documents-là. Et qu'il lui disait que c'était Norman et c'était l'enfer. Et là, il nous dit « Ah non, c'était pas si pire que ça finalement, parce que c'était nous autres. » Puis donc là, déjà là, moi, je me pose des grosses questions. À savoir, ce M. Bryson, pourquoi lui a menti aussi ouvertement à la GRC sur ce dossier? Qu'est-ce qu'il protégeait? Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Regardez qu'est-ce qui arrive avec notre M. Bryson quelques jours plus tard. Tantôt, on était le 5 février. On était le 5 février quand on a appris que M. Bryson avait menti à la GRC. Avant qu'on apprenne SNC. Regardez ce qui sort le lendemain. Scott Bryson démissionne comme député. Le 6 février. Le lendemain de ce qu'on apprend concernant des allégations de mensonges à la GRC. Comme quoi on aurait bullshité pour protéger le gouvernement dans le dossier Norman. Donc, M. Bryson quitte. Ce M. Bryson qu'on allègue aurait fait les pressions contre le département de la justice, mais aussi contre tout le monde pour qu'on réussisse à avoir une entente dans ce dossier-là avec Norman et qu'on ne divulgue pas les informations. Et qu'on dise non, on était vraiment en train de discuter du dossier, c'est du secret de cabinet, on ne peut pas en parler, c'était l'enfer quand ça a sorti. Une fois qu'il se fait pogner là-dessus, il se fait sortir. Continuons, c'est seulement le début, vous n'y croirez pas. Ça, c'était Bryson. Voici bien qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, qui se rapporte directement à ça, le 15 février. Donc, c'est, encore une fois, tout juste après les allégations de SNC. Ça, c'est complexe, je vais vous l'expliquer. L'avocat du bureau du conseil privé, de Private Counsel Office. Ça, c'est le bureau qui conseille Justin Trudeau. OK? Ce bureau-là, sa job dans la vie, c'est de discuter avec Trudeau puis d'essayer de trouver comment, c'est un peu ses conseillers officiels. Donc là, un avocat des conseillers de Justin Trudeau aurait supposément demandé s'il y avait une façon, il aurait demandé ça à sa gang, s'il y avait une façon d'inventer des enjeux, de manufacturer des problèmes avec le cas Norman. Ça, c'est ce qui est allégué dans l'article de CBC du 15 février. Il a demandé à la couronne, donc c'était ceux qui poursuivent Norman, on dit, y aurait-il un moyen qu'on pourrait inventer des problèmes avec ce procès-là? Quelque chose que, qui pourrait accrocher, là. Et là, regardez bien. On continue dans cet article-là. Engineering problems. The top lawyer at the Privy Council apparently asked federal prosecutors if it was possible to engineer the issues at stake. Est-ce que ce serait possible d'inventer les enjeux qui sont en question? Est-ce que ce serait possible pour nous d'inventer quelque chose qui ferait que, à cause de ça, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas relâcher les documents, puis qu'à cause de ça, il a fallu arrêter Norman? Est-ce que ce serait possible de manufacturer quelque chose? Ça a été allégué en cours. C'est des documents, tout ça, c'est des articles qui relèvent de documents de cours où on a demandé, est-ce que ce serait possible, is there a way to engineer issues, d'inventer des problèmes qui justifieraient qu'on ne remet aucun document et qui justifieraient qu'on ne peut pas faire ça? Là, je ne sais pas si vous comprenez la trame déjà, là. Mais là, vous avez la défense du gouvernement, la défense du gouvernement qui poursuivait l'amiral Norman en disant « Tu as fait des fuites et ça a mis en danger le cabinet. »
quelques jours après, il y a des fuites comme quoi, non, c'était pas ça du tout. Ce qu'ils vous disent comme excuse, pourquoi ils peuvent pas donner, pourquoi ils ont arrêté Norman et pourquoi ils ne peuvent pas sortir les documents, c'est de la bullshit, c'est pas vrai. Et là, regardez bien le prochain. Parce qu'on sait qu'il y a... c'est triste, c'est vraiment triste, honnêtement. Là, on s'en va sur quelque chose de beaucoup plus grave. Parce qu'évidemment, quand on a vu ça, tout ça sortir et qu'on a vu que le gouvernement semblait être en train d'essayer de protéger d'une façon ou d'une autre ses arrières, en fait, et de protéger la famille Irving et de dire, voyons, mais il me semble qu'ils ne sont pas complètement transparents. Et voyons, on dirait qu'ils ne produisent pas les documents de bonne foi et qu'ils ne travaillent pas avec nous pour arriver au bout de cette affaire-là. Regardez bien les prochains documents que je vous montre à l'instant. Parce que dans les quelques jours, bon, là, on est rendu le 15 février encore, là, fait qu'on est très, très proche dans le timeline. Voici. On a demandé aux gens qui étaient impliqués dans le dossier Norman de remettre des documents à la Cour. On leur a dit, tout ce qui se rapporte au dossier Norman, vous nous donnez ça le plus rapidement possible. Ça va nous permettre de savoir, est-ce qu'il y a eu, oui ou non, intervention de la part du bureau du premier ministre, mais aussi du bureau du conseil privé par rapport à ce dossier-là. Parce que là, si on le voit qu'il y a eu des communications, on va avoir la preuve. Et là, l'article Ottawa Citizen nous dit, pourquoi donc que le General Vance, ça c'est le général de l'armée canadienne qui a mis dehors l'amiral Norman, qui l'a suspendu, et pourquoi le Chief of Staff du ministre de la Défense ne nous remette pas les documents? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché? Et là, regardez bien, on dit « Blame the Justice Department, says D&D ». Donc, blâmer le département de la justice, dit le département de la défense. Là, on s'en va dans quelque chose d'incroyable, réellement incroyable. Voici. Les avocats de Norman ont questionné pourquoi il était aussi long pour le département de la défense de produire même les documents les plus basiques. En cours, ils ont argumenté qu'il y avait eu des tentatives à l'intérieur du département de la Défense pour obstruer la justice. Regardez la deuxième ligne, deuxième paragraphe. En fait, les deux premiers. Parce qu'on avait dit, mais dans le fond, là, le DND, donc le département national de la Défense, avait dit aux deux personnes qui étaient visées par des demandes de documents de cours, donnez-leur pas les documents qui sont dans vos téléphones cellulaires personnels puis dans vos emails personnels. Ça, c'est à vous autres, donnez-le pas ça. Et là, on a demandé, mais qui au département de la Défense vous a demandé de faire ça? Qui vous a dit cette information-là, cette directive-là? Et là, regardez bien, deuxième ligne. Le département, le DND has responded, naming the Department of Justice. Donc, ce qu'on dit, je vous le déballe encore, c'est que ce serait, en d'autres mots, le département de la justice qui aurait fait de l'obstruction dans le cas Norman pour empêcher de sortir des documents, pour cacher des effets qui sont extra importants. Parce que la seule personne qui avait le pouvoir de faire ce genre de truc-là, c'était le département de la justice. Et qui dirigeait le département de la justice à ce moment-là? Jody Wilson-Raybould. Jody Wilson-Raybould était la ministre de la Justice, donc par défaut la procureure générale du Canada. C'était elle qui avait le pouvoir de rendre publics ces documents. C'est elle qui a le pouvoir d'absoudre Norman et de prouver que le gouvernement, depuis le début, cache quelque chose avec la famille Irving. C'était elle. Est-ce qu'elle a eu une demande? Est-ce qu'elle a eu une requête pour protéger le gouvernement? Est-ce qu'on lui a demandé de s'assurer que le procès Norman aille jusqu'au bout et qu'on donne le moins de documents possible et le moins de coopération possible par rapport aux discussions qu'il y a eu entre le bureau du premier ministre et la prosécution et la couronne? Est-ce que ça se peut que ce n'était pas la première fois que Mme Wilson-Raybould était sujette à des interventions du PMO quant à des décisions judiciaires? Je vais vous prouver ça à l'instant. Parce qu'après le départ de M. Bryson, après le départ de tous ces beaux gens-là, voici aussi ce qu'on... Bon, je vais vous parler de M. Dominique Leblanc et des liens entre Irving et le Parti libéral du Canada. Voici un premier lien. Le ministre Dominique Leblanc, c'est un ministre du gouvernement fédéral qui était si proche de la famille Irving
si proche qu'on lui a dit, tu sais quoi, tu devrais même te retirer sous tous les enjeux qui touchent la famille. Le commissaire à l'éthique fédéral a émis une directive au Chief of Staff de Dominique Leblanc, le ministre libéral, en lui disant, si jamais il y a une décision qui touche la famille Irving, tu t'éloignes de ça, t'en es bien trop proche, ça n'a aucun sens. Voici, M. Leblanc, dit-on dans l'article du National Post, était un lieutenant clé de M. Trudeau. Plus tard, on parle d'un ami personnel. Continuons toujours sur ce M. Leblanc. Où va apparaître M. Leblanc quelques mois plus tard? Quand on va, encore une fois, jouer un peu dans les ministères. Devinez, il devient ministre des Pêches et de la Garde côtière du Canada. Lui qu'on soupçonne d'être si près de la famille Irving, les propriétaires des 2 autres chantiers navals du Canada, qu'il est si près qu'il n'a pas le droit d'intervenir par rapport à eux, il devient, quelques mois plus tard, ministre de la Garde côtière canadienne. Évidemment, l'opposition déchire sa chemise et dit « ça n'a aucun bon sens, ce gars-là ne peut pas être ministre ». Il va être en conflit d'intérêts constant. C'est la famille Irving est la famille la plus impliquée dans les contrats de défense de marine canadienne. Ensuite, voici un autre article juste ici. Comme quoi le gouvernement Trudeau, ça c'est du FM 93, M. Jonathan Bernard, comme quoi le gouvernement Trudeau aurait cédé à l'influence de la puissante famille Irving pour l'octroi de 75 millions en prévention de la tordose. Bon, ça, on parle de quelque chose par rapport aux forêts. Là-dessus, encore une fois, on allègue que peut-être que la famille Irving aurait des liens assez forts avec le gouvernement Trudeau pour faire pencher des décisions de politique publique. Déjà là, on est là-dedans, là. On s'entend, là. On va continuer encore. Parce que quand on a demandé les documents, les fameux documents, on leur a dit donnez-nous tout ce qu'il y a de personnel par rapport au dossier Norman, on n'a presque rien retrouvé. Curieusement, pour une raison que personne ne comprenait à ce moment-là, on n'a presque rien retrouvé. On a fait une demande, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une demande d'accès à l'information. Une demande d'accès à l'information, c'est un peu comme un contrôle F. C'est un peu comme chercher dans Google pour un mot précis. Donc là, dans le cas échéant, on cherche par exemple pour Mark Norman. Point. Et on va chercher tout ce qui sort là-dessus par ordre de la justice. Vous allez nous donner tout ce qui... Mark Norman, Amiral Norman, blablabla. Bien là, eux autres, OK, sous ordre de la justice, ils vont chercher dans les documents du gouvernement, ils vont remettre ça à la Cour. Mais là, quand cette demande-là est arrivée, ils n'ont rien trouvé. Rien, de rien, de rien, de rien, de rien. Et ça fait poser des questions. Tellement qu'on a fait témoigner l'officier militaire qui était responsable de ces demandes d'information-là. Et là, attachez votre tuque avec de la broche parce que vous allez en frissonner. Voici. Pourquoi on n'a pas eu les documents qu'on cherchait? Parce que l'armée utilise des noms de code pour éviter d'utiliser les mots Mark Norman pour que comme ça, les documents ne sortent jamais dans le domaine public. Donc, on utilisait des noms de code, comme Kraken, par exemple, où l'armée utilisait carrément des surnoms pour éviter, pour cacher des données au domaine public. Regardez ça, ça se continue. C'est un scandale inimaginable. Je vous lis l'extrait qu'il y a juste ici. Ça, c'est hallucinant. Le mois dernier, du staff de la Défense nationale évitait d'utiliser le mot de le vice-amiral Norman dans des correspondances internes pour empêcher ces documents de sortir publics. Le membre de l'armée qui a témoigné ça, dont le nom est protégé, a dit à la Cour que quand il a approché son commandant en juillet 2017 en lui demandant de l'aide pour une demande d'accès à l'information par rapport à des documents sur le dossier Norman, parce que lui, on reçoit le document de la Cour et se fait dire « tu nous donnes tout ce qu'il y a là-dessus ». Et là, il cherche, il ne trouve rien. Donc, s'en va voir son supérieur et lui dit « ben voyons, je ne comprends pas, boss, qu'est-ce qui se passe? » Son commandant, a souri et a dit qu'il n'y avait aucun records parce que les officiels et les gens qui géraient ce dossier-là faisaient très attention de ne pas utiliser le nom du vice-amiral dans les mémos, dans les emails, dans les briefings. Et ce que ça voulait dire, c'est que peu importe où tu allais chercher pour le nom de M. Norman,
absolument rien allait sortir. Et eux se trouvaient donc bien fiers et se trouvaient donc bien bons de ça. Donc là, ça, c'est extrêmement grave, là. On est en train de parler des forces canadiennes, de l'armée canadienne qui utilise des noms de code pour cacher de l'information sensible dans un dossier judiciaire pour protéger le gouvernement. Vous ne me croyez pas? Je vous montre les noms de code à l'instant. Parce qu'en faisant la demande d'information, c'est ironique. La seule chose qu'on a retrouvée, c'est justement la liste de noms de code qui était utilisée par l'armée canadienne et par le département de la Défense. Regardez ça, c'est hallucinant, ça donne le goût de vomir. Exhibit A. Preuve A. Je vous zoome ça un peu pour que vous le voyez. Voici les surnoms. Il y en a quelques-uns surlignés ici. The Boss, Kraken, C34, MN3. Le gouvernement, le ministère de la Défense et l'armée sont dans le même lit pour protéger la position du gouvernement dans le procès Norman. C'est un scandale de proportions gigantesques. Quand on se parle de SNC-Lavalin, qui a les deux mains dans le processus judiciaire, mais là, vous en avez un méchant bel exemple, d'encore pire. Et que c'est l'armée maintenant qui va protéger les intérêts corporatifs et les amis du gouvernement. Et là, ça, c'est tellement scandaleux, tellement incroyable, qu'on a lancé 2 enquêtes là-dedans. 2 enquêtes ont été déclenchées presque immédiatement. Vous voyez l'article juste ici. 2 probes launched into claims that military blocked information, parce que c'est scandaleux. Si c'est vrai, c'est criminel, c'est de l'obstruction de justice totale, ça n'a aucun bon sens. Donc voici, 2 enquêtes sont déclenchées. Qui a déclenché ces 2 enquêtes? Qui sont responsables de ces 2 enquêtes? Et c'est là que ça devient encore plus épeurant, ça me donne des frissons quand on se rend compte à quel point on nous rit au visage. La première personne qui a été responsable de cette enquête, je vous mets le document à l'écran à l'instant. C'est une enquête bidon, ça n'a aucun sens. On a mis la police militaire là-dessus. Et là, voici ce qui est écrit. Un expert dans la loi militaire et dans le système d'accès à l'information était étonné, startled, c'est étonné, époustouflé d'entendre que peut-être que des enquêteurs militaires étaient impliqués là-dedans. Il dit « Military police have got no authority ». Ils n'ont aucune autorité. Il dit, à ce moment-là, ce qui serait nécessaire, ce serait d'appeler la GRC, pas l'armée, pas la police militaire. Et là, regardez bien la prochaine ligne, il vous donne la raison pourquoi c'est pas normal. It's incredibly unusual for an organization accused of wrongdoing to essentially investigate itself. Il dit, c'est très anormal que quand une organisation est accusée d'avoir fait de quoi de mal, que ce soit elle-même qui s'auto-enquête. Et c'est ça qui est en train de se passer. La première enquête a été donnée à la police militaire pour savoir si l'armée avait fait quelque chose de mal dans ce dossier-là. Est-ce qu'on s'entend que c'est une enquête complètement bidon? Et il le dit lui-même, il dit la police militaire n'a aucune autorité et aucune expertise, ni aucune compétence pour faire ça. Donc là, déjà, ça sonne des alarmes. On se dit, mais qu'est-ce que cette enquête? Pourquoi on a lancé ça du côté de la police militaire? Vous me direz, tant mieux, on a une 2e enquête qui a été lancée. C'est extraordinaire, notre système fonctionne. Qui a lancé cette enquête? La commissaire du service de l'accès à l'information. Je ne veux pas vous décourager, là. Mais c'est une nomination politique par le gouvernement de Justin Trudeau. C'est bien triste, mais les 2 personnes qui gèrent actuellement l'enquête par rapport à ces graves allégations, comme quoi l'armée cache de l'information au processus et au domaine public dans le cadre de procédures judiciaires, les 2 personnes qui enquêtent ça, ce sont soit des amis du pouvoir, ou soit des gens qui n'ont absolument aucune autorité, aucune compétence, et rien à voir là-dedans. Est-ce que ça commence à vous inquiéter? Est-ce que ce que je vous dis commence à faire du sens? Comprenez-vous tranquillement où je m'en vais avec ça? Comme quoi, ça fait un moment qu'on essaie de cacher le cas Norman et on fait tout pour empêcher que les gens réalisent que ce qui est derrière ça, c'est plutôt l'influence de la famille Irving. Que ce soit
sur Dominique Leblanc, que ce soit sur différentes personnes intérieures du gouvernement Trudeau, ou encore même M. Bryson, qui a reçu la lettre, lui qui est député de Nouvelle-Écosse. On se souvient, le chantier en question est à Halifax. M. Bryson qui vient voir son cabinet 2 jours plus tard, le contrat avec la Davy tombe, la personne qui dénonce ça se fait mettre en prison, du moins se fait arrêter plutôt. Et on se rend compte qu'on fait tout pour sortir de ce cas-là et que ça s'ébruite pas trop. Attendez, on continue. Il y avait 2 personnes qui étaient pour ça, la continuité du contrat avec la Davy. 2 personnes étaient en faveur. Ils disaient, ça devrait rester à Davy, ce dossier-là. On ne devrait pas suspendre le contrat. L'une de ces 2 personnes était Mme Judy Foote. Je vous montre le document juste ici. Mme Foote était à ce moment-là la ministre libérale, ministre responsable du procurement. Donc, c'est elle qui s'occupait d'acheter l'équipement militaire. Vous voyez ici qu'il y en avait 2 qui étaient en faveur. Then minister were in favor of moving ahead with the Davy project. But Bryson intervened just before the deadline, advocating for putting the deal on hold. Qu'est-ce qui va se passer avec notre amie Judy Foote? Que va-t-il arriver avec Judy Foote, d'après vous? Vous me devancez. Judy Foote va démissionner. Peu de temps après. Ça commence à faire des démissions pas mal, hein? Vous ne trouvez pas? Que la seule qui était en faveur de cette histoire-là, d'aller de l'avant avec le contrat de la Davy et qui opposait en quelque sorte la position du gouvernement Trudeau, se retrouve à démissionner par après. Et vous savez, quand elle démissionne, les raisons qu'elle va donner sont très légitimes, mais vont être sérieusement remises en question un peu plus tard. Parce que quand elle va démissionner, elle va parler de raisons personnelles, de santé notamment. Et regardez où réapparaît Judy Foote quelques mois plus tard seulement. Elle sera nommée lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve. Un poste à vie, honorifique, avec toutes les fanfares, les tapis rouges et les applaudissements avec la larme aux yeux que vous voudrez. Disons qu'il y a des questions à se poser quand même. Cette Mme Foote qui était si épuisée, qui avait des problèmes de santé, se retrouve soudainement lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve après s'être opposé à ce fameux contrat, à cette fameuse suspension du contrat Davy. C'est quand même étrange, vous en conviendrez avec moi, hein? C'est quand même étrange qu'elle se ramasse là-bas. Et quand Gerald Butts est parti, vous le comprendrez, beaucoup de gens ne faisaient pas le lien parce qu'on se disait, voyons, mais pourquoi Gerald Butts est parti? Bon, là, vous avez d'un côté SNC, vous avez d'un côté ça ici. Comment est-ce qu'on fait pour faire le pont entre les deux, là? Est-ce que vous comprenez qu'on est en train de tranquillement d'établir un pattern d'intervention du politique dans le processus judiciaire? Un pattern qui dure depuis plusieurs mois et qui sert principalement à favoriser les amis du Parti libéral. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui nous a permis de faire le pont, si on veut. Bon, en fait, non, d'abord, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Ça vaut la peine, pardon. Le 11 février, les avocats de la défense, ça c'est après que le scandale SNC soit sorti, les avocats de la défense de Norman accusent le bureau du premier ministre, exactement comme l'a fait Jody Wilson-Raybould, d'être intervenu pour diriger la prosécution, pour diriger le procès. Regardez ce qu'on dit dans l'article. Ça, c'est un des plus damnants qu'on a. L'avocate de M. Norman dit que les discussions avec le PCO, donc les conseillers de Justin Trudeau, sont encore plus inquiétantes que les allégations au centre du dossier SNC-Lavalin. Parce que celles-ci, là, on parle de discussions directes entre la couronne, les prosécuteurs, ceux qui s'occupent d'amener des charges et de faire le procès de M. Norman, d'essayer de le mettre en prison et de le reconnaître coupable. Là, on a des discussions directes entre ces gens-là et le bureau du premier ministre. De toute apparence, prochain paragraphe encadré, de toute apparence, c'est une tentative d'influence directe de la prosécution
The Attorney General is entirely bypassed. Qui est l'Attorney General? Madame Wilson-Raybould. Qui aurait été complètement bypassée dans le dossier Norman? Madame Wilson-Raybould. Car il y aurait eu des discussions directes entre les prosécuteurs, entre la couronne et le bureau du premier ministre. Et ces gens-là auraient donc dirigé d'une façon ou d'une autre la direction du procès. Et là, même à un point tel que la juge elle-même a fait un commentaire. Elle a dit « So much for the independence of the PPSC », qui est le bureau public des prosécutions, qui est censé être complètement indépendant. Où elle a dit « Mon Dieu, c'est indépendant rare, ce bureau-là, hein? Si vous êtes en train de parler avec le premier ministre des dossiers dont vous traitez, toute qu'une indépendance. » Et qu'est-ce que Mme Wilson-Raybould va soulever dans sa lettre de 5 pages quand elle va quitter le poste de la justice, quand elle est démise de ses fonctions, en fait, de la justice? Qu'est-ce qu'elle soulève? Et que tout le monde se gratte la tête et se dit « Bon, ça doit être à cause de SNC. » Elle dit que le bureau du ministre de la Justice et que le judiciaire devrait être complètement indépendant du politique et de toute forme d'intervention. Est-ce que c'est possible que c'est ça qu'elle avait en tête? Ce moment-là où elle a été complètement bypassée pour protéger des amis du pouvoir, de la famille Irving. Est-ce que c'est possible que ce soit un des éléments qui ait rempli le vase assez pour que SNC soit la goutte qui le fasse déborder? Disons que ça ressemble à ça pas mal. Regardons ensuite, parce qu'aujourd'hui, on a appris, et ça c'était extraordinaire, on a appris justement, parce que le pont n'est pas fait, là. Vous comprenez, d'un côté, on a le cas Norman, d'un autre côté, on a le cas SNC. Gerald Butts quitte parmi le scandale SNC, et tout le monde se dit, ben voyons donc, mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, Gerald Butts? Et là, on n'a pas encore parlé de Gerald Butts non plus depuis tout à l'heure dans le cas Norman. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, M. Butts, donc? On le sait aujourd'hui, M. Butts, qu'est-ce qu'il venait faire? Parce qu'aujourd'hui, la Cour a émis des ordres, des subpoenas, ce sont des ordres, donc, de remettre des documents, sans quoi vous êtes en outrage au tribunal, ce qui est soi-même passible de sentence. On a visé qui? Justin Trudeau lui-même et Gerald Butts. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vise ces gens-là? Parce que ce qu'on allègue, c'est que ce sont eux qui étaient à la tête de cette opération pour épargner la famille Irving et en fait d'allégations d'ingérence politique et d'interférence dans le contrat de la Davie. Voici. Là, on veut avoir les témoignages de plusieurs personnes, notamment de celui qui gérait le bureau de tous les conseillers de Justin Trudeau qui aurait négocié avec la Couronne. Et on lui a dit, toi, il faudrait que tu nous donnes tes documents, toi, là des subpoenas. Là, on a visé qui? Michael Vernick et Zita Astravas. Zita Astravas, ça, c'est la Chief of Staff de la Défense qui a refusé de remettre des documents personnels tout à l'heure. C'est celle que je vous ai montrée. Et M. Michael Vernick, ça, c'est celui qui aurait supposément intervenu aussi dans le dossier SNC-Lavalin. Regardez plus bas. La juge a même dit que c'était correct, c'était compréhensible qu'il y avait eu un petit ralentissement dans les remises de documents, puisque M. Vernick avait été quand même occupé cette semaine. C'était une référence au fait que, ben oui, il est occupé. Il était devant le comité de la justice à témoigner pour des allégations d'interférence politique dans le dossier SNC. Donc, je suis désolé, il ne pouvait pas venir nous parler, il ne pouvait pas remettre les documents par rapport à une possible interférence politique dans le dossier Norman. Il était occupé à défendre une interférence politique dans le dossier SNC. Désolé. Donc, vous comprenez un peu le sarcasme de la juge là-dedans qui même elle dit « Ah, ouais, il était pas mal occupé cette semaine. » Continuons dans ce même article. Quelle est la défense, selon vous, de Mark Norman? C'est pas d'avoir que les faits allégués ne sont pas vrais. C'est pas qu'il n'a pas coulé, c'est abuse of process. Ce qu'on allègue et ce qu'on tente d'utiliser comme porte de sortie de ce procès-là, c'est que le gouvernement a abusé des procédures. On dit que le processus, justement, a été ralenti. Le processus de remise de documents a été ralenti à cause que c'était supposément des secrets du cabinet. Ce qu'on sait n'est pas vrai. On sait n'est pas vrai. Ça a été prouvé par des notes qui ont été prises par des servants civils qui étaient dans ces meetings-là.
Et là, la juge elle-même dit « C'est hallucinant que la couronne, donc le gouvernement, n'ait pas encore produit ces documents-là. C'est incroyable. » Alors, ce qu'on semble découvrir là, rapidement, c'est qu'il y a une trame qui unit toute cette histoire-là d'une façon intime. Il y a un lien entre la démission de Gerald Butts, entre la démise des fonctions de Jody Wilson-Raybould, entre le départ de Scott Bryson, avec la démission de Judy Foote. Tout ça est lié ensemble par une trame qui continue, parce qu'on s'entend, si vous êtes Gerald Butts et vous avez quelque chose à vous reprocher dans quoi? Parce que vous êtes le seul qui est au courant de tout ça, dans le fond. On l'a dit tantôt, Mario Dumont en avait parlé tantôt au début, comme quoi il y avait une personne qui serait possiblement au courant de tout. Tout, sans exception. Il y en aurait une, et ce serait Gerald Butts. Et Gerald Butts quitte maintenant l'entourage de Justin Trudeau. Est-ce que ça se peut que c'est parce qu'ils sentent la chaleur monter par rapport à ce dossier-là? Parce qu'on s'entend, rien de tout ça n'était dangereux tant que Mme Wilson-Raybould ne menaçait pas de parler. Maintenant que le dossier SNC a explosé, Mme Wilson-Raybould se retrouve démise de ses fonctions, se retrouve sur la sellette et prête à parler. Et là, soudainement, tous les gens qui avaient un lien avec le dossier Norman se mettent à sauter du cabinet Justin Trudeau, qu'il soit Scott Bryson, qu'il soit Mme Foote, qu'il soit M. Gerald Butts. Tous ces gens-là se mettent à partir. Mais pourquoi donc? Est-ce que c'est possible qu'ils voient bien venir qu'il y aura une question qui est inévitable dans le témoignage de Mme Wilson-Raybould si on est pour l'obtenir un jour? Et ça expliquerait aussi pourquoi le gouvernement Trudeau se bat corps et âme pour empêcher ce témoignage. Mais tout ce qu'elle a, tout ce qu'on a à lui poser comme question, c'est y a-t-il eu ou avez-vous déjà senti à une autre occasion qu'il y avait une forme de pression? Ou avez-vous déjà senti à une autre occasion qu'on essayait de vous contourner? Là, on a un cas assez clair, là, comme quoi on a essayé de la contourner. On a littéralement négocié entre le bureau du premier ministre et la couronne pour essayer d'avoir une défense cohérente qui pourrait peut-être nous sortir de la merde quant au cas Norman. Tout ça est lié. C'est ce qu'on réalise ce soir. Tout ça est lié. Et c'est pourquoi on a essayé de faire taire la lettre de Irving. C'est pourquoi on a essayé de faire taire les propos qui avaient été tenus dans le meeting du cabinet. Vous vous souvenez quand on dit « Is it possible to engineer an issue » On pourrait-tu inventer quelque chose qui ferait qu'on n'aurait pas besoin de donner ces documents-là? Ça expliquerait aussi pourquoi Irving a été favorisé dans des décisions du gouvernement par le passé. Ça expliquerait pourquoi le gouvernement fait tout pour remettre en retard des documents en ce qui a trait aux négociations qui ont lieu, aux discussions qui ont lieu plutôt, entre le conseil privé et le bureau du premier ministre. Et qui aurait été la personne qui aurait représenté le premier ministre? Qui d'autre que le seul qui aurait été au courant de tout ce dossier-là depuis le début, des ins et des outs, sans aucune censure? Gerald Butts. Donc, je reviens au propos de Mario Dumont qui disait « Il y a quelque chose de beaucoup plus gros, là. » Mais le voilà, le beaucoup plus gros. Le voilà. Où on a intervenu par le passé, à de nombreuses occasions, dans le processus judiciaire. Écoutez, je vous ai montré tout ça. Ce sont des documents qui ont pris, ça a été très long, évidemment, à mettre en commun et à faire la trame dans tout ça. Mais vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de fumée sans feu à ce moment-là. À ce Scott Bryson qui décide de nous dire qu'il y avait une relation, que c'était à cause des fuites de M. Norman si on n'avait pas pu aller au bout de tout ça. Ce M. Bryson qu'on va ensuite apprendre que c'était de la bullshit et que c'était pas de ça du tout qu'on parlait et qu'il n'y avait pas de secret ministériel en question. Et on va ensuite apprendre qu'il y avait une lettre qui avait été envoyée à M. Bryson et qu'il a lui-même convaincu ses collègues 2 jours plus tard d'abandonner le contrat à la Davy pour favoriser la Irving. Et qu'on apprend ensuite que c'était pas vrai,
que ce n'est pas M. Norman qui a coulé les documents, mais bien eux, jusqu'à ce que M. Bryson démissionne lui-même de ses propres fonctions le lendemain, pour qu'on découvre qu'il y avait eu des discussions sur comment on pourrait justement créer le mensonge que venait de donner Scott Bryson à la GRC et comment on pourrait engineer the issues at stake pour que Scott Bryson ait une défense logique et légitime qui empêcherait de donner les documents en ce qui a trait aux discussions. Et qu'on sait que les libéraux ont un lien très, très étroit avec la famille Irving, qui s'est multiplié à travers plusieurs occasions. Et je vous invite à chercher Parti libéral Irving ou encore Justin Trudeau Irving, n'importe quel nom de ministre du Parti libéral. Vous verrez qu'il y a une forme de lien à certains points. Ensuite, on apprend qu'il y avait eu de la bullshit et qu'on n'a même pas essayé de sortir les documents et que la personne qui leur avait dit de ne pas sortir ces documents, ce serait Mme Wilson-Raybould. Sous les ordres de qui? C'est ça la question. C'est tout ça, cette question. Alors qu'on sait que l'armée a caché les documents, a tout fait pour pas que ça se ramasse public, au point d'utiliser des noms de code qui ont dégoûté le membre de l'armée qui gérait ces demandes-là, au point où il est sorti et a été témoigné publiquement de tout ça. Des noms de code dont on a la liste en raison de l'incompétence des gens qui ont essayé de la cacher et qui n'ont pas réussi à le faire. Cette liste-là s'est retrouvée dans une demande d'information et c'est aujourd'hui ce qui permet au procès Norman d'alléguer qu'il y a eu une intervention politique grave. Ces allégations de fameux noms de code qui sont enfouis par le gouvernement derrière des enquêtes bidons dirigées soit par la police militaire, soit par une appointée politique. Une ministre qui, elle, était en faveur de ce fameux projet pour la Davie, qui finit par être poussée vers la sortie et réappointée quelques mois plus tard à une position à vie et honorifique, où elle serait la première femme lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, pardon. Je m'excuse, mes amis, là, mais ça fait beaucoup de fumée sans feu. Et si Mme Wilson-Raybould dit avoir été victime de quelque pression que ce soit dans le dossier SNC, est-ce que c'est si difficile de croire, devant tous ces éléments de preuve, devant toute cette documentation qui remonte de plusieurs mois, que personne n'a encore regardé dans cette lumière, avec cet angle-là? Est-ce que c'est possible maintenant, avec le recul, que ce ne serait pas la première intervention dans le dossier SNC et qu'il y aurait eu d'autres interventions du politique sur des causes judiciaires? Ça semble être l'évidence à ce point-ci. Ça semble être l'évidence. Et tout ça est en train d'être caché par le pouvoir. D'abord, à cause d'enquêtes bidons. Ensuite, parce qu'on refuse d'entendre les témoins clés dans cette histoire, notamment Gerald Butts, qui quitte aujourd'hui. Et faisons-nous pas de mensonges, on sait très bien que Gerald Butts va continuer d'aviser le premier ministre sur ces enjeux-là dans l'avenir. C'est un ami personnel, c'est pas parce qu'il est sur le payroll qu'il n'apparaît plus dans la vie de Justin Trudeau. Devant tout ça, devant la constatation que ces allégations-là sont rejetées et cachées sous le tapis par le gouvernement Trudeau, il y a une seule conclusion à tirer, et c'est que la GRC doit enquêter immédiatement là-dessus. Étant donné, dans un contexte où ce qu'on allègue, c'est que les institutions qui sont justement censées réguler et surveiller les interventions entre le politique et le judiciaire, que ces institutions-là sont soit corrompues directement par l'influence du gouvernement Trudeau, ou soit muselées en choisissant de prendre des institutions qui n'ont justement pas les compétences pour mener à bien ces enquêtes-là. À partir du moment où on sait, où on fait tout pour cacher ça, à partir du moment où on sait où la seule personne qui normalement mènerait à bien des accusations, ce serait celle qui avait l'information, Mme Wilson-Raybould, et qui aujourd'hui n'est plus en position de mener à bien ce dossier. La seule personne qui est à bien d'enquêter sur ces allégations graves et criminelles d'ingérence politique à de nombreuses occasions dans des dossiers judiciaires, c'est la GRC. Quoi que ce soit d'autre est une demi-mesure. Il doit y avoir une enquête fédérale qui fait la lumière sur toutes ces allégations. On doit savoir s'il y a une connexion entre le dossier Norman et le dossier SNC. S'il y en a une, c'est l'un des plus gros scandales dans l'histoire récente de la politique canadienne.
On parle d'un premier ministre et d'un bureau du premier ministre qui est systématiquement intervenu pour empêcher le cours de la justice d'aller de l'avant dans des dossiers qui touchaient les amis du pouvoir. C'est d'une gravité inestimable. C'est impossible de surestimer ce qu'on a mis sur la table ce soir en ce qui a trait de ce dossier-là. Maintenant, il faut comprendre au plus rapidement possible. Il faut que Mme Wilson-Raybould puisse parler. M. Butts doit témoigner. Tout ce beau monde-là doit être rencontré par des enquêteurs fédéraux qui vont aller au bout de la lumière et qui vont tenter de comprendre, non seulement au sein du département de la Défense avec les noms de code qui sont complètement illégaux, mais également, qui est-ce qui a pointé ces enquêtes-là? Qui est-ce qui s'est arrangé pour cacher en dessous du tapis? Qui est-ce qui a avantage chez Irving? Et qui est chez Irving que ses entrées au Parti libéral? Et qui, au Parti libéral, permet à Irving d'entrer dans le parti? Qu'est-ce qui a été dit dans ces fameuses discussions entre le bureau du premier ministre, plutôt le PCO, le Private Counsel's Office, et la couronne? De quoi on a parlé? Comprenez-vous que le gouvernement le gouvernement de Justin Trudeau qui parle avec la couronne sur le dossier Norman, c'est absolument anormal? Que le gouvernement Trudeau n'est pas censé être l'adversaire de M. Norman dans le processus judiciaire normal? Que le gouvernement Trudeau, c'est pas lui l'adversaire, c'est la procureure générale, c'est le Bureau public des prosécutions, le PPSC. C'est lui l'adversaire de Norman. Alors pourquoi est-ce que le bureau de Justin Trudeau et les entités politiques s'assoient avec cette couronne-là pour lui donner de l'information et les coacher sur leur stratégie de défense? Si ce n'est pas qu'on a quelque chose de très grave à cacher dans cette histoire et qu'on tente de cacher les documents tels que démontrés par les fameux noms de code, tels que démontrés par les enquêtes bidons et tels que démontrés par les retards volontaires créés par la fausse bureaucratie qu'on tente d'inventer du côté du fédéral, comme quoi, ah non, on essaye fort, là, mais qu'on ne remet pas les documents personnels, qu'on utilise des noms de code, qu'on ne remet pas les documents qui étaient dans un téléphone cellulaire, dans un email. Ça commence à faire beaucoup de sens, tout ça. Et qu'on convoque aujourd'hui avec des subpoenas, nul autre que la tête même de cette opération complète, si on l'imagine telle qu'elle, donc Justin Trudeau et Gerald Butts, ça vient faire le pont qui nous manquait entre les deux. Ça vient nous prouver, enfin, que si Gerald Butts a démissionné maintenant, il a raison. C'est parce qu'il sait ce qui s'en vient. S'il a démissionné, c'est parce qu'il est au courant. Et il a raison quand il dit « j'ai rien à me reprocher dans le dossier SNC », probablement. Mais il est très au courant que le dossier SNC va rapidement débouler. Et que ce qu'on va découvrir, c'est que Gerald Butts n'était pas impliqué dans ce dossier-là, mais qu'il faisait plutôt le pont entre le gouvernement fédéral et la couronne lorsqu'il était le temps de museler l'amiral Norman pour cacher les relations entre le Parti libéral et la famille Irving. Personne ne fait le lien entre toutes ces allégations encore. Nous avons appris aujourd'hui qu'il y allait y avoir des subpoenas, des demandes donc de remise de documents qui étaient émises à Gerald Butts et à Justin Trudeau. Les médias n'ont pas encore fait la connexion. Vous allez voir, ça ne tardera pas. Très rapidement, ils vont faire la connexion. Tout à l'heure, je lisais déjà, on découvrait dans les articles, il y avait déjà des sous-titres comme quoi « Cases intersect », comme quoi les cas s'entrecoupent, où on trouve qu'il y a des similitudes entre les deux histoires et qu'on réalise que des gens qui ont rapport à ça se retrouvent impliqués dans la deuxième histoire, notamment Michael Vernick, notamment M. Bryson, tout ce beau monde-là qui se retrouve à prendre la porte sans aucune explication. Les choses s'emboîtent, n'est-ce pas? Tranquillement. Tout ça fait du sens. La trame est très linéaire. Les événements, l'événement A a causé l'événement B, qui a causé l'événement C, D, E, F, jusqu'à ce qu'on arrive à l'événement Z, qui a été la fameuse démission, plutôt la démission qui était précédée par la démise de fonction de Mme Wilson-Raybould. C'est tout ça qui a amené là. Mme Raybould, probablement que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de discussion directe avec le bureau du premier ministre en ce qui a trait au dossier SNC. Mais peut-être que c'est exactement la même chose que dans ce dossier Norman et qu'elle a senti qu'elle était contournée et qu'elle a senti que sa décision ne faisait pas l'affaire du pouvoir.
et qu'à cause de ça, il y avait des négociations qui se passaient par en arrière, telles qu'alléguées par les documents de cour. On les a. C'est ça la bonne nouvelle. On les a. There's no way out. Pas avec tout ça. Rapidement, Gerald Butts aura à s'expliquer. Parce que Gerald Butts, la bonne nouvelle, est un témoin clé dans le dossier Norman. M. Bryson est déjà cité à témoignage dans le dossier Norman. M. Butts a déclaré son intention même de parler lui-même pendant le procès Norman. Tout ce beau monde. Ils ont beau démissionner, on va en entendre parler à nouveau, je vous le garantis. La question devient désormais, est-ce que Mme Wilson-Raybould sera celle qui fera tomber le gouvernement ou est-ce que ce sera M. Norman? Parce que les deux détiennent la clé. Les deux peuvent établir le pont, le lien direct et intime entre le dossier Norman et le dossier SNC. Et tout ça, c'est dans notre face. C'est assez évident à trouver. Là. Écoutez, c'est des documents qui sont tous publics. Il a fallu faire la trame, il a fallu retrouver évidemment ce qui a été dit, il a fallu retrouver quelle date chaque élément s'est produit. Écoutez, quand on vous montre des documents comme ça, là, j'espère que vous comprenez que c'est d'une importance capitale, qu'on parle d'un dossier extrêmement grave et que les enquêtes qui ont été lancées là-dessus, c'est encore plus grave que ce soit de fausses enquêtes devant la gravité, justement, de ces allégations-là. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir. Je vous garantis qu'on va continuer à suivre ce dossier-là. Je vous garantis et je vous demande surtout, parce que ce qu'on vient de faire ce soir, on a été les premiers à le faire. Personne n'a encore établi ce pont entre les deux dossiers. Et maintenant que vous avez les données, maintenant que vous voyez comme moi la trame, le chat ne peut plus retourner dans le sac. Il devient impossible de remettre la pâte à dents dans le tube. Une fois que tout ceci est public, une fois qu'on en a parlé ouvertement et publiquement et que ceci va se promener sur les réseaux sociaux, il est extrêmement difficile de briser ce lien qui vient d'être créé entre les deux dossiers. Ce que je vous demande donc, c'est de partager cette diffusion, de vous assurer de la comprendre, de comprendre chacun des éléments, même si ce n'est pas en détail, de comprendre la trame, ce qui s'est produit. Comme quoi on a essayé de cacher ce fameux dossier Norman parce que ça éclaboussait la famille Irving qui était trop proche des libéraux au goût de Justin Trudeau, jusqu'à ce qu'on prenne des mesures pour justement cacher les documents et empêcher la sortie de quoi que ce soit qui pourrait appuyer la défense de M. Norman. Eh bien, ce dossier-là, ça expliquerait beaucoup pourquoi Mme Wilson-Raybould a quitté peu de temps après. Ce serait la goutte qui a fait déborder le vase. Et M. Gerald Butts, parce qu'on en parlait hier ou avant-hier dans notre groupe privé de 7 jours sur Terre avec nos membres payants, et on hésitait à rendre cette histoire-là publique parce qu'il nous manquait un dernier lien. Il nous manquait justement le pont qui unissait ces deux choses-là. Gerald Butts nous l'a offert en démissionnant et en se faisant subpoena par la Cour par rapport au dossier Norman. Donc maintenant que M. Butts démissionne, alors qu'on parle de SNC et que le seul endroit où il est concerné, c'est par rapport au cas Norman, on réalise qu'est-ce qui s'en vient. On réalise qu'il est au courant, que ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il est en train d'essayer de sauver le gouvernement Trudeau pour que quand tout ça, si c'est pour éclater, finit par éclater, eh bien au moins le gars ne sera plus sur le payroll. Vous pouvez partager, je vous invite à le faire. Vous savez, 7 jours sur Terre est une organisation entièrement indépendante. Tout ce qu'on fait, c'est financé grâce à nos abonnés, à nos membres qui nous font confiance et qui savent qu'on fait un travail journalistique qui est nécessaire, qui est complexe, mais qui est essentiel. Ces membres-là font partie d'un groupe privé. On a un groupe de membres exclusifs. D'ailleurs, cette histoire-là, on l'a sortie en premier avec nos membres exclusifs. Pour 3 $ par mois, vous avez le droit à 1 heure en direct, comme on a fait ce soir, ainsi qu'à une capsule exclusive. On traite toujours de dossiers un peu edgy, on traite de choses qui, évidemment,
nous exclut de toute forme de soutien publicitaire ou institutionnel. Donc, ce que je vous invite à faire ce soir, si vous avez apprécié cette diffusion, si vous appréciez le fait de comprendre maintenant tous les éléments de cette histoire et comment tout ça s'emboîte et comment ce scandale est beaucoup plus grand et comment SNC est seulement la pointe de l'iceberg là-dedans. Si vous appréciez tout ça, je vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner au www.7jourssurterre.com. Je vous mets ça à l'écran à l'instant. C'est 3 $ par mois, comme je vous dis. Vous pouvez contribuer plus, mais la majorité des gens, on est à 3 $ par mois. Ça vous donne l'accès au groupe exclusif ainsi qu'à toutes nos diffusions. Si vous voulez nous soutenir, si vous voulez vous assurer qu'on puisse continuer de suivre ce dossier-là, on a besoin de vos abonnements, on a besoin de membership. C'est déjà près de 400 personnes qui sont abonnées de 7 jours sur Terre. Allez nous rejoindre, c'est important. On va suivre le dossier là-dessus. Comme je vous dis, vous le comprendrez. Ce n'est pas le gouvernement Trudeau qui va appuyer notre travail journalistique. Ce n'est pas non plus les institutions gouvernementales, ce n'est pas non plus les paragouvernementales. On ne recevra pas beaucoup de publicité de Pepsi, vous comprendrez. Donc, c'est nécessaire d'avoir des abonnements. C'est ce qui permet ce genre de diffusion. Donc, je vous invite à le faire. Dans les prochains jours, je vous demande, s'il vous plaît, de garder l'œil ouvert. D'autres choses vont suivre, c'est 100% certain. Ce matin, nous avons reçu la nouvelle dans les dernières heures, comme quoi M. Gerald Butts était sous demande de la Cour de fournir les documents par rapport à Norman. Donc, vous comprenez que des nouvelles comme ça, il va en sortir. Et si on est pour en manquer, c'est très dangereux. Parce qu'on est à peu près les seuls actuellement à comprendre cet angle-là et à comprendre la connexion entre les deux. Donc, on doit être au courant. Si vous voyez passer des documents, envoyez-nous-les, on en fait, écoutez, on les collige tous, on en fait la synthèse, on tente de comprendre qu'est-ce qui se rapporte à quoi, qu'est-ce qui a une influence, qu'est-ce qui pourrait être une piste. Si vous avez des idées, des articles que vous voyez passer par rapport à ça, envoyez-nous-les, c'est très important. Je vous remercie, je vous invite à partager cette diffusion. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Mon nom était Benjamin Tremblay. Je vous invite encore une fois à rejoindre notre groupe de membres exclusifs à l'adresse que vous avez juste ici. Merci. Bye-bye.